Également la ministre de la Santé aux Antilles pour rassurer sur le virus Zika. Il a déboulé dans les médias il y a un mois. Virus vieux de 70 ans, brusquement à la une avec ces images choc. Il concentre toutes les peurs et provoque parfois la surenchère, François Rousseau. Depuis fin décembre, il se propage dans les médias du monde entier. Zika, le virus Zika. Zika virus. The Zika virus. Zika, un virus devenu très médiatique, associé à cette image saisissante de nourrissons brésiliens atteints de microcéphalie. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas définitivement prouvé les liens entre le virus et cette malformation congénitale, mais sa communication alarmiste fait effet. Il s'apprête à se transformer désormais en pandémie mondiale. Propagation explosive en Amérique du Sud. Plus personne ne se sent à l'abri. Avec ces images, ces peurs et ces rumeurs, Zika offre tous les ingrédients de la fascination médiatique. Des émissions entières lui sont consacrées. On s'inquiète un peu partout dans le monde d'où vient le virus Zika. Les unes anxiogènes se multiplient. Pour Libération, c'est l'ennemi. Le JDD accouche d'un bébé Zika. Paris Match lui déclare carrément la guerre. Chaque semaine a son rebondissement. La nouveauté, c'est qu'un cas de transmission par voie sexuelle a été observé au Texas, aux États-Unis. Les autorités montent au créneau, la ministre française de la Santé, la présidente du Brésil et même le pape. Alors, principe de précaution poussé à l'extrême ou médiatisation proportionnelle à la menace, pourquoi les virus sont-ils le carburant idéal des médias ? Pour en débattre, Martine Pérez, médecin, chroniqueuse sur Europe 1, bonjour, bienvenue. Et Eric Combe, le professeur Eric Combe, qui est spécialiste des maladies tropicales, bonjour et bienvenue. Je commence avec vous, avec une des phrases qu'on prononce le plus souvent ici, mais bon, je démarre comme ça. Est-ce que les médias en font trop avec ce virus Zika, avec votre regard de spécialiste ? C'est un phénomène émergent, c'est un phénomène nouveau, donc c'est normal que vous en fassiez un peu. Après, est-ce que vous en faites trop ? Est-ce que c'est à la hauteur du danger ? Je ne pense pas, non. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui est asymptomatique déjà dans 80% des cas. C'est une maladie beaucoup moins grave que la dengue ou le chikungunya, par exemple. Bon, il y a le problème des femmes enceintes avec la microcéphalie et d'autres malformations neurologiques congénitales, probablement. Mais en dehors de ce problème-là, il ne se passe rien. La microcéphalie, ça touche, c'est quoi, un cas sur 1000, j'ai lu ça ? Oui, on ne sait pas très bien, entre 1% et 1 pour 1000. D'accord. Et en plus, on n'est pas sûr, Martine Pérez, du lien entre le virus Zika et la microcéphalie. Ce n'est pas encore prouvé scientifiquement. Donc est-ce que, collectivement, on n'est pas allé un peu vite en besogne ? Écoutez, moi, je ne pense pas. D'ailleurs, je trouve que les journalistes ont été plutôt assez sereins par rapport à d'autres épidémies comme le H1N1, où on a embrayé tout de suite la grosse Bertha. Là, je trouve qu'effectivement, l'information, elle est donnée. Elle est donnée avec ses incertitudes, parce que, vous savez, les journalistes scientifiques, ils sont comme les scientifiques eux-mêmes. Quand une épidémie commence, ils ne savent pas où elle va aller, jusqu'où elle va aller. Souvenez-vous, dans l'affaire du sida, en 82, beaucoup de gens disaient « mais non, mais c'est pas grave, il n'y aura que 1%, 2%, 5% des gens qui auront vraiment la maladie ». En réalité, c'était 100% et on s'est planté. Donc, aujourd'hui, l'incertitude des journalistes, elle suit celle des scientifiques, elle l'accompagne, mais je ne trouve pas qu'on soit si paniquant que ça. Imaginez que vous soyez une femme enceinte, que vous alliez partir au Brésil, vous avez envie de savoir qu'est-ce que vous risquez. Et il y a vraiment un lien. On met du temps, la science met du temps avant de dessiner... Allez-y, pardon. Non, la science met du temps avant de dessiner ce qu'est une maladie et quelles sont ses conséquences. Donc ça prend du temps. Mais c'est intéressant parce que moi je ne suis pas un spécialiste et j'ai lu dans plusieurs articles que le lien n'était pas prouvé scientifiquement entre le virus Zika et la microcéphalie. Donc là vous m'avez repris très bien, parfait. C'est une très bonne donc on s'y perd finalement. C'est une très bonne illustration de ce que vient de dire Mme Pérez, c'est-à-dire que le lien est formel depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière ont été publiés 2 articles dans 2 revues scientifiques, dont New England Journal of Medicine, qui est une revue très cotée chez nous, montrant 2 cas, enfin plusieurs cas d'ailleurs, d'enfants avec du virus dans le cerveau. Et ça, c'est un avis définitif ou ça peut encore changer ? Si vous trouvez du virus dans le cerveau d'un nouveau-né, en l'occurrence, ce n'est pas un nouveau-né, c'est un produit d'avortement thérapeutique, forcément... Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'en gros, une source qui est une revue scientifique ne suffit pas à faire les gros titres dans les médias. Il faudrait qu'il y ait une reprise, par exemple, par un homme politique ou une femme politique pour que ça puisse être repris.
Non, parce que, par exemple, l'histoire de la transmission sexuelle, qu'on semble découvrir au jour d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on sait depuis 2011, parce que ça a été publié en 2011. Sauf que, en fait... pas relayé par les médias, alors. Pas relayé par les médias. En Polynésie française, il y a quand même une épidémie énorme en 2012-2013. Les médias n'en ont pas parlé. Donc, en fait, je suis un peu interpellé quand même, si vous voulez. Pourquoi on parle de cette épidémie maintenant, alors qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé? C'est pas l'OMS qui est responsable de tout ça? J'en sais rien. Alors, il y a eu effectivement une alerte il y a un mois. La Polynésie française, on n'en a rien dit de ce qui se passait. Il y a eu une épidémie avant aux îles Yap qui ont été contaminées complètement en 2007. Martine. Mais je peux expliquer pourquoi les médias n'en ont pas parlé en 2012. C'est qu'à l'époque, on n'avait pas fait le lien entre les microcéphalies et le virus Zika. À l'époque, l'épidémie avait effectivement consisté en 80% de gens qui ont des formes asymptomatiques ou des formes bénignes. Et les complications avec la fameuse maladie de Guillain-Barré il y avait eu quelques cas supplémentaires. Donc il a fallu qu'il y ait une épidémie massive en Amérique du Sud pour qu'on commence à dessiner et à comprendre de quoi il s'agissait. Mais c'est vrai que l'épidémiologie en matière de maladies infectieuses, vous n'allez pas me contredire, ça prend souvent quelques mois avant de comprendre. Ebola, on a eu du mal au début à bien comprendre. Encore qu'Ebola, on a été plus vite. Mais donc, aujourd'hui, si on en a pas parlé en Polynésie, c'est qu'on n'avait pas mesuré tous les impacts de cette maladie. Franck Ferrand, vous nous écoutez. On a l'impression que moi j'ai sur ce dossier, c'est que plus il y a de reportages, et il y en a eu beaucoup finalement, plus la peur se diffuse et plus on est un peu perdu dans les informations. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi, comme lecteur, auditeur ou téléspectateur? Spécifique aux sujets scientifiques et médicaux, c'est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y a une surabondance d'informations, on en est tous les spectateurs chaque jour, et les gens, pendant un temps, ont essayé de faire le tri, je crois que maintenant ils ne font même plus le tri, ils passent outre. La France est concernée, on l'a vu en Polynésie, vous nous l'avez rappelé il y a 2 ans, actuellement aux Antilles, mais en métropole, le risque de pandémie est quasi nul. C'est ce que dit en tout cas le professeur Jean-François Delfrécy, qui est directeur à l'Institut des maladies infectieuses de l'INSERM. On l'écoute, c'était sur Arte. On va voir quelques cas de Zika en France. On en voit déjà qui sont des virus qui arrivent importés. On va en voir probablement au printemps avec le réchauffement, et on va voir une série de cas, mais on ne verra pas 30 000 ou 50 000 personnes touchées par le virus Zika. Pourquoi? Parce qu'on a des conditions hygiéno-sanitaires qui sont dans des conditions différentes, et on a un climat également qui est différent. Professeur Combe, il y a d'autres maladies bien plus graves dont on ne parle pas assez dans les médias? En ce moment, un des principaux problèmes, c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques. C'est un problème majeur. Au jour d'aujourd'hui, on a des patients qu'on ne peut plus traiter. Il n'y a plus d'antibiotiques efficaces. La tuberculose multirésistante ou ultra-résistante, par exemple. On en revient à l'ère pré-antibiotique. Ça m'apparaît une vraie régression et un vrai problème dont on parle. Pourquoi on en parle moins? C'est parce que c'est moins exotique? C'est à vous qu'il faut poser la question. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de spécialistes dans les rédactions, par exemple? Des sujets qui sont très difficiles à traiter? Je pense que c'est des sujets difficiles à traiter, mais alors c'est pas émergent, il est vrai, mais c'est croissant chaque année un peu plus. Alors Martine Pérez, vous êtes médecin et vous faites office de spécialiste sur Europe 1 régulièrement. J'ai l'humilité de croire que je ne représente pas tout, mais non, bien sûr. Encore une fois, c'est collectif le débat. D'abord, on en discutait tout à l'heure en préparant l'émission, un journaliste, vous le savez très bien, il est censé parler du news. C'est-à-dire de faire de l'actualité. Voilà, de ce qui est nouveau. Donc là, on a un nouveau virus. Chouette. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Pardon, je suis cynique, mais il y a un peu de ça. Découvert en 1947, monsieur. Bad news. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 70 ans, mais on a l'impression qu'il est nouveau. Bon, c'est vrai que vous synthétisez la formule bad news are good news. Mais enfin bref. Tout ça pour vous dire que les journalistes ne sont pas là pour hiérarchiser l'information, mais ça vous l'êtes tous ici, vous le savez, ils sont là pour parler de ce qui est nouveau. Mais non, on essaye de la hiérarchiser, oui. Non, mais globalement, donc des fois on va mettre finalement le focus sur un nouveau traitement contre le cancer qui concerne un très faible pourcentage de patients et ne pas parler de ce qui pourrait concerner la globalité du monde. Mais c'est vrai, là je suis d'accord avec vous, c'est qu'on devrait être un peu plus pédagogue, mais il y a des numéros spéciaux, il y a des journaux qui sont consacrés à cette fameuse pédagogie et qui permettent de hiérarchiser la notion de risque. En particulier, moi j'ai écrit un livre sur le tabac, je ne dis pas ça pour me vanter, c'est parce que je pense que le tabac est un des principaux facteurs de santé publique, c'est le principal facteur de mortalité prématurée et on en parle trop peu à mon avis. Et moi l'impression que j'ai aussi, c'est qu'une image a vraiment dominé dans le traitement de cette histoire, c'est l'image de ces bébés qui sont mal formés. L'émotion toujours. Et oui, et donc finalement ça...
on peut donner des explications dans le même sujet, on peut essayer d'être pédago. Qu'est-ce qui va rester dans l'esprit des téléspectateurs? C'est ça. Et donc la peur qui est liée à cette image. Vu de l'extérieur, effectivement, je pense que l'image fait quelque chose et le nom aussi. Zika. Mais qui donne le nom au virus? Zika, justement Ebola, chikungunya. Oui, ça fait un peu guerrier, oui. Voilà, Qui ça donne le finit nom au en A, virus? tout ça. Qui donne les Ben, noms en à ce fait, virus? le nom Zika, ça vient d'une forêt en Ouganda où le virus a été Mais qui découvert choisit? en 1947. Bah, c'est le lieu, c'est le point de départ. Quoi. Donc ça fait 60 ans qu'on connaît quand même ce virus. Donc il y a un peu de marketing aussi là-dedans? Peut-être. Non, vous diriez je ne crois pas que ce soit du marketing, mais bon, il y a une épidémie au Brésil, il y en a une aux Antilles. Il y a des femmes qui vont être enceintes aux Antilles, il y a des femmes qui ont des désirs de grossesse. Je trouve important aussi de les prévenir, parce que peut-être qu'à les informer, peut-être qu'à 2 ou 3 mois près, elles vont attendre peut-être d'avoir... Parce qu'une fois qu'on est contaminé, une fois qu'on a développé des anticorps, on n'a plus de risque. Donc, je pense que faire passer le message de attendez un peu avant d'être enceinte, attendez que l'épidémie passe, parce qu'il faut qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui est contaminée pour que toute la population soit immunisée et que le virus arrête de circuler. Donc, je trouve que c'est quand même des messages de santé publique qui ne sont pas uniquement du marketing ou du non, mais bling-bling. il ne s'agit pas de nier l'angoisse des familles qui sont touchées par ce virus, hein, absolument pas. Mais le rôle d'un journaliste, est-ce que dans ce cas-là, parce que là, on est dans le principe de précaution, on est d'accord avec l'OMS, dans le principe de précaution qui est peut-être poussé à l'extrême, ça je ne sais pas, c'est mon opinion. Le rôle des journalistes, c'est de calmer cette peur ou de s'y engouffrer? Moi, je pense qu'il s'agit... S'il y a un vrai risque... Si on ne veut pas s'y engouffrer, on montre moins d'images de bébés avec le crâne déformé. Oui, je suis d'accord avec vous. De toute façon, moi, je ne suis pas journaliste télé, donc je ne me sens pas tellement concernée. Mais je pense qu'il faut aussi, quand on fait... Vous êtes journaliste télé vous-même. Quand on fait de la télé, il faut des images. Alors, je ne sais pas s'il faut montrer ces images ou pas, mais en tout cas, elles frappent aussi l'imagination et l'esprit des gens. Et ben, moi, je trouve que les journalistes, ils ne sont pas trop mal comportés avec Zika. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas eu des choses épouvantables. La transmission sexuelle, on n'a pas reparlé de choses atroces. On a sans doute tiré les leçons de H1N1, qui était sans doute le summum en termes d'hystérie médiatique. Le mot de la fin, Franck Ferrand, sur nos peurs modernes peut-être. Oui, l'historien, qu'est-ce qu'il en pense? Plutôt sur ce qui est saillant, sur ce que recherchent les médias, finalement. Ouais. Les médias recherchent, vous le dites, des émotions, ils recherchent des éléments saillants, ils recherchent des choses qui concernent les gens aussi. Et là, avec une épidémie comme celle-là, évidemment, vous réunissez à peu près tous les critères, donc forcément, on va en parler beaucoup. Et c'est pour ça que il faut que nous soyons très attentifs à ce que nous faisons, c'est notre responsabilité. Je crois qu'il est très, très important que les gens qui regardent la télé ou qui écoutent la radio prennent aussi du recul. Mais ils le font, vous savez, ils le font beaucoup plus qu'on ne pense. Et nous, on essaye en tout cas de donner quelques clés pour prendre un peu de recul. Merci à tous les deux. Martine Pérez, je rappelle qu'on vous retrouve sur Europe 1 dans le Grand Direct de la Santé. Éric Côme, vous êtes le chef de service maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Voilà, Franck Ferrand.